Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour l'élection, votre émission sur Ecopolis TV qui vous donne la température de la campagne électorale, mais aussi qui parle des questions d'actualité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir Franck Mboula. Il est cadre de l'UDPS, conseiller honoraire chargé des questions diplomatiques et sécuritaires et communicateur donc du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bon dimanche. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oh oui, merci. Bon dimanche à vous aussi. Merci. Ça se passe bien à part quelques problèmes à la gorge. Vous avez attrapé froid ces derniers temps. Ouais, bon. après cette pluie. Ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement pour que le grand public vous connaisse encore mieux? Oui, je suis M. Franck Mboula, donc je suis diplomate, d'abord de formation et de carrière. Ok. Et je suis conseiller diplomatique honoraire, donc c'est-à-dire j'ai accompagné les chefs de l'État pendant les 3 premières années du début de son mandat. Donc, et quelle est votre histoire avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et notamment l'UDPS? Vous êtes un membre un novice ou un ancien? Bon, je suis parmi les anciens, donc je suis un sympathisant de l'UDPS depuis les années 90, c'est-à-dire les années de la conférence nationale souveraine. Oh, j'étais encore étudiant. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ces mouvements à travers les pères fondateurs dont Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Donc à l'époque, j'étais encore étudiant. Le Sphinx. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai pris goût aussi à la politique. Et j'ai suivi les combats de l'UDPS durant ces péripéties-là de la conférence nationale souveraine. Et j'ai été même parmi les marcheurs de 1992, donc du célèbre marche des chrétiens qui a été violemment réprimée par la soldatesque de Mobutu à l'époque. Donc moi, j'étais parmi ces marcheurs-là. Donc vous avez des souvenirs voilà. Nous avons importants. ces souvenirs-là. Et voilà, donc après mes études, j'ai été engagé au ministère des Affaires étrangères, où j'ai fait carrière pendant 10 ans. Et après, je me suis mis en disponibilité pour des raisons personnelles, aussi d'incompatibilité avec le système avec les systèmes de l'époque. Arrivé avec l'AFDEL, mais après, il y a eu Joseph Kabila aussi qui venait à peine de succéder à son père. C'est à ce moment-là que j'ai dû partir à l'étranger, où j'ai mis entre parenthèses un peu ma carrière. Et j'ai continué les combats politiques. Voilà, c'est là-bas. Voilà, c'est là-bas, disons, quand je suis arrivé, c'est là-bas que on vous appelle combattant? Voilà, je suis combattant, donc je suis un des combattants, ceux qui ont commencé ce mouvement de combattants en Europe. Moi, principalement, j'étais en France. Et j'ai été en tout cas dans tous les mouvements ou dans toutes les manifestations qu'ont organisées les combattants donc de la diaspora à l'époque. Et surtout, j'écrivais beaucoup, je faisais des analyses, donc je suis aussi un analyste politique de ces années-là. Voilà, donc pendant une dizaine d'années, on a cheminé dans ces mouvements-là de combattants. Puis nous avons soutenu la candidature de Papa Etienne Tshisekedi quand il s'était présenté en 2011. Donc nous avons été derrière lui. Bon, quand on lui a volé sa victoire, nous avons continué ces combats-là. Mais aujourd'hui, vous êtes valablement récompensé. Que dire de cet avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays? L'avènement du... Comment vous l'avez vécu? Pour vous, est-ce une récompense? Est-ce finalement la réalisation d'un grand rêve qui a duré des décennies? Bien sûr, c'est l'aboutissement d'abord d'une lutte, donc des combats d'une génération que nous appelons les pères fondateurs non seulement de l'UDPS, mais aussi de la démocratie et de l'état des droits ici chez nous, puisque ce sont ces pères fondateurs de l'UDPS qui ont d'abord commencé à militer contre la dictature pour faire de sorte qu'il puisse y avoir
l'avènement dans notre pays d'un État de droit, un État qui respecte les libertés et les droits de l'homme. Donc, pour nous, l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'aboutissement d'abord du combat de ses pères fondateurs à qui nous rendons un vibrant hommage. On disait que l'UDPS était éternellement un parti de l'opposition. Alors là, on a franchi finalement le cap de cette accession au pouvoir. Est-ce que l'UDPS reste dans sa ligne directrice aujourd'hui? On sait que parmi les derniers testaments du 5, c'était le peuple d'abord. Est-ce que l'UDPS est toujours dans cette manière de voir les choses? Oui, le peuple d'abord, ce n'est pas seulement un slogan, c'est toute une philosophie. Ça résume en quelque sorte toute l'idéologie de l'UDPS qui a été incarnée, disons, par Étienne Tshisekedi. Comme vous savez, dans les péripéties du combat de l'UDPS, il y a eu beaucoup qui ont dû quitter les navires, mais il y a un homme, hein, les Sphinx, happé par l'argent, qui a gardé, pouvoir, voilà, happé par l'argent, le pouvoir, comme vous le savez, un peu les périphéties beaucoup de sollicitations, beaucoup voilà, de débauchage. De la politique congolaise. C'est pas facile, hein, l'opposition, tenir pendant de nombreuses années, c'est quand même... Oui, bon, c'est un peu malheureusement la mentalité de la politique congolaise. C'est depuis les années 60, hein, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Si vous regardez notre politique depuis les années 60, donc vous allez voir un peu tous ces basculements-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque de Tshombe, Kimba, Kasavubu, beaucoup de manipulations, Iléo et tous ces mondes-là. Et là, Mobutu n'a fait que suivre aussi cette lancée-là en débauchant aussi la plupart des... Il était fort, il était voilà, fort en débauchant la plupart des cadres de l'UDPS déjà de l'époque, mais le mouvement a résisté puisqu'il y a eu quelqu'un qui a su l'incarner. Hein. Il y a quelqu'un qui a su incarner cette philosophie-là, qui a pu mener cette lutte-là jusqu'au bout, puisque l'UDPS, comme vous le savez, nous visons d'abord le progrès social. Donc quand on dit le peuple d'abord, donc c'est que c'est le peuple qui est au centre du combat de l'UDPS et le peuple aussi qui est aussi au centre aussi de tous les programmes qu'un dirigeant doit réaliser ou accomplir dans un pays. Puisque que ce soit dans les domaines de développement, c'est le peuple qui doit être au centre, que ce soit dans les problèmes de l'éducation, en tout cas, le peuple doit être au centre de tout, même que ce soit sur le plan sécuritaire, je crois qu'on va certainement en parler ici. Donc il faut mettre le peuple au centre de tout. C'est pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a repris justement cette philosophie-là, cette leitmotiv. Il a dit que c'est le peuple d'abord, c'est que c'est le peuple qui sera au centre de son pouvoir. Donc tout ce qu'il va faire, c'est d'abord, le premier bénéficiaire doit d'abord être le peuple congolais. Alors, on va parler diplomatie d'abord. À l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quel était l'état des lieux de ce secteur? Oui, la diplomatie, quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir, il a trouvé en tout cas notre pays dans un état où nous pouvons dire que le Congo était en quelque sorte un état paria. Exactement. Donc, le Congo était... je dirais pas en dehors de la communauté internationale, mais en tout cas, nous n'étions pas considérés. Donc, quand le président a pris le pouvoir, il y avait par exemple toutes les institutions internationales, disons par exemple les institutions financières, ils nous avaient en quelque sorte bannis. Donc, c'était un État banni. On ne pouvait pas, par exemple, donc, prêter de l'argent aux Congolais. Nous étions sous-cotés par toutes les agences de notation et au niveau même des institutions internationales, hein, que ce soit aux Nations Unies, alors que les gouvernements précédents nous ont fait entendre qu'on était quand même de bons élèves de la communauté internationale. Notre voix était inaudible. On n'entendait pas la voix du Congo, par exemple. Donc la cause du Congo n'était pas du tout attendue. Donc c'est plutôt les autres pays, les pays voisins par exemple, qui parlaient au nom du Congo. Donc vous imaginez, vous êtes aux Nations Unies, mais c'est plutôt des pays voisins qui s'appuient sur nos richesses. Peut-être les grandes puissances qui sont en train de parler de la cause du Congo alors que les Congolais eux-mêmes sont là. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Le Congo était en quelque sorte absent
donc les grands Congo étaient un grand absent de la scène internationale. C'est ce qui fait que le président Félix-Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé, sa première mission, c'était d'abord de remettre la RDC au devant de la scène internationale. Donc, quand les gens parlent de nombreux voyages qu'il a eu à cette bataille diplomatique, voilà, justement, le pays était inexistant sur la scène internationale, la voix du Congo était inaudible alors que nous sommes quand même un grand pays au centre de l'Afrique. Et pour que nous puissions réapparaître, pour que nous puissions reprendre notre place, il a fallu que le chef de l'État lui-même prenne son bâton de pèlerin, puisqu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus convaincant, il n'y a pas plus crédible qu'un chef de l'État pour aller parler au nom de son pays. Quel en est le gain aujourd'hui de manière vraiment matérielle, de manière factuelle? Quel est le gain de tous ces voyages, justement? On parle de bataille diplomatique, oui, mais qu'ont rapporté ces voyages? Oui. Les gains de cela, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on parle du Congo, disons, différemment. Donc, aujourd'hui, quand même, on sait qu'il y a une République démocratique du Congo qui existe en tant qu'État. On ne parle pas seulement du Congo aujourd'hui seulement en termes de femmes violées, en termes de pillage des ressources ou de criminalité, puisque c'était ça à l'époque quand on parlait du Congo, donc c'était en tout cas l'apocalypse. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un pays quand même qui se développe, un pays modèle en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, et même en matière même de l'environnement, puisqu'aujourd'hui, vous voyez par exemple là, en matière de climat, voilà, donc on parle de la RDC comme étant un pays solution aujourd'hui. Alors, c'est dont on ne parlait pas avant, alors que nous avons quand même les plus grands bassins. Est-ce que par rapport à ça, la RDC se positionne valablement? Ça veut dire avec une certaine force, avec une certaine maîtrise de tous ces secteurs. Vous évoquez par exemple l'environnement. Aujourd'hui, il y a cette guerre de l'eau dont on parle, il y a cette forêt, le bassin du Congo qui représente aujourd'hui le pilier, pratiquement le poumon du monde. Est-ce que vous pensez que la RDC par rapport à ça est assez préparée à affûter ses armes pour pouvoir se présenter valablement devant ces différents enjeux? Oui, justement, la RDC est en train de s'armer pour défendre ses intérêts par rapport à ces enjeux-là. Comme vous le savez, nous regorgeons... Il y a des gens qui ne dorment pas. Nous regorgeons de nombreuses ressources. Jour et nuit pour, voilà, nous regorgeons de nombreuses ressources naturelles qui attirent justement des convoitises. Et il faut que nous puissions nous organiser, nous armer pour les défendre, aussi les promouvoir. En matière, avec des par projets exemple, efficaces, voilà. Du côté sécuritaire également. Voilà. Donc déjà en matière de projets, là vous avez parlé par exemple de l'eau, tout comme ça. Donc dans les temps, quand on parlait du bassin du Congo, c'était plus, on faisait plus allusion du Congo-Brazzaville et même accessoirement du Gabon, alors que c'est nous qui avons la plus grande partie. Donc même quand on accordait des aides ou des dons, c'était plutôt eux qui en étaient bénéficiaires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, en tout cas, nous faisons entendre notre voix et on tient compte de notre voix. Est-ce que ça se matérialise? Si, faire entendre sa voix, oui, mais il faudrait qu'on en récolte les dividendes de manière matérielle. Si, ça se matérialise puisqu'on en tient quand même compte. Donc, on en tient quand même compte quand on élabore des programmes et tout ça, quand même, on tient quand même compte de la part... avec résultat. Voilà, on en tient quand même compte de la part du Congo. Et là, par exemple, pour les différents déplacements du chef de l'État dont vous avez parlé, je pense qu'il s'agissait aussi, entre autres, de faire valoir aussi notre bonne volonté pour améliorer le climat des affaires ici chez nous. Comme vous le savez, dans l'État où le chef de l'État avait hérité ces pays, il y avait une faillite généralisée. En tout cas, dans tous les domaines, rien ne marchait. Donc, il fallait il y a des investisseurs, mais quant au contrat gagnant-gagnant, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Maintenant, la bataille du chef de l'État était celle-là, apporter des investisseurs, mais pour le plus grand intérêt d'abord de la population. Justement, mais pour que les investisseurs arrivent dans un pays qui était classé... zone rouge. Voilà, qui était classé en tout cas dans des notes qui étaient vraiment très rouges. C'était pas facile.
Hein, donc, ce n'était pas facile. Donc, il fallait que le chef de l'État lui-même aille leur parler, puisse les convaincre afin qu'ils viennent. Et pour cela, il fallait, entre autres, d'abord, améliorer le climat des affaires ici chez nous. Hein, donc, essayer aussi d'améliorer, disons, faire une réforme de la justice, puisque tout cela, ce sont des choses que les investisseurs, par exemple, nous reprochaient. Hein, donc, il disait que donc, voilà, du jour au lendemain, vous pouvez vous réveiller comme ça, donc on vous ravit votre fonds de commerce ou bien votre affaire, et vous allez en justice, mais vous n'avez pas gain de cause. Et tout ça, ça décourageait les gens. Donc, il fallait revoir tout ça. Et les chefs de l'État, comme si vous les suivez régulièrement, donc ils parlent de ça, de la réforme de justice. C'est un grand chantier sur lequel les chefs de l'État, en tout cas, s'est investi, puisque la justice, ce n'est pas seulement pour nous, mais la justice, observé différents changements, ça permet aussi dans la magistrature et tout. Voilà, la justice, ça permet aussi de rassurer aussi nos partenaires étrangers, notamment les investisseurs. Comme on dit, la justice, c'est le socle d'une nation. Voilà, hein, donc la justice élève la nation, et donc ça peut rassurer. Donc tout celui qui vient investir $1 ou $1 ici chez nous, au moins il sait qu'il pourra se retrouver. Et là, nous voyons nous-mêmes déjà qu'il y a des investisseurs qui sont en train de venir progressivement. Donc, on voit quand même que la vie économique est en train de s'animer. Hein. Donc, si on voit sur le terrain, que ce soit au niveau des partenaires indiens, au niveau des Émiratis, on l'a beaucoup vu au Qatar. Quels sont les projets qui sont en train de se mettre sur pied? Bon, avec les Qataris, il y a plusieurs projets. Hein. Il y a plusieurs projets qui sont en train de se mettre. Donc, non seulement sur le plan des infrastructures, hein, comme vous le savez, ici en RDC, nous avons un problème d'infrastructure. Hein. Donc, il y a vraiment l'absence d'infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, hospitalières, hein, donc tout ce qui est des infrastructures sociales, donc au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et les Qataris, ils ont les moyens de nous aider à réaliser tout cela. Et dans un cadre, comme vous avez dit là, d'une coopération gagnant-gagnant, hein, donc il y a des projets qui sont mis en œuvre en eux, hein, donc mais qui sont en train d'être développés. Mais bon, je ne peux pas vous citer encore des cas puisque c'est en cours, donc ça ne s'est pas encore matérialisé. Comme je vous ai dit, il y a d'abord des contacts, il y a beaucoup de choses qu'il faut déblayer pour que tout cela se matérialise. Hein. Donc moi-même, par exemple, nous avons été au Qatar, nous avons signé des accords pour la modernisation des ports, notamment les ports de l'Onatra, ici de Kinshasa, les ports de Matadi et les ports de Boma. Tout ça, c'est en cours. Hein, donc, c'est encore sur papier. Est-ce que l'arrivée de ces nouveaux investisseurs n'est pas gênée par la présence de ceux qui ont déjà pignon sur rue ici en RDC? Vous avez cité les Indiens, il y a la communauté libanaise qui est très importante et beaucoup voient ça d'un mauvais œil. On se dit qu'ils ont un peu pris la place et justement que c'était pas des contrats des Chinois aussi, hein, des contrats qui n'étaient vraiment pas bien suivis. Et la communauté internationale a été longtemps gênée aussi par cette chose-là, ces choix dirigés plutôt en dehors de l'Europe et de l'Amérique. Est-ce que on va pouvoir gérer tout ça? Non, je crois que on ramène quand même beaucoup de monde. Hein? Si. Non, mais le marché congolais est vaste. Comme moi, je dis toujours aux gens que tout est à faire et tout est à refaire ici chez nous. Il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Mais d'autant, du moment que le peuple congolais va trouver son compte, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde ici. Donc, dans tous les domaines, tout est encore presque vierge. Donc, tout doit être développé. Donc, ça signifie que, bien sûr, il y avait une communauté déjà ici avant. Il y avait la communauté libanaise qui était spécialisée dans certains types de commerce. Mais il y a d'autres aussi qui sont venus. Notamment du blanchiment d'argent. Il faudrait un peu sortir. Ça fait partie également de cette zone rouge indexée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions par rapport à ça? Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Par exemple, il y a la réforme de la justice. Donc aujourd'hui, je crois que
il y a démantèlement des réseaux, etc. Voilà. Donc, il y a notre justice quand même doit être suffisamment outillée. Donc, il y a de nouveaux magistrats qui sont en train d'être formés et il y a d'autres qui partent à la retraite. Donc, il faudra vraiment donc réformer ces secteurs-là. Et puis, il y a aussi, nous avons un grand travail qui est abattu avec l'inspection générale des finances pour quand même faire les contrôles un peu de tout ça. Le célèbre IGF. Voilà. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on voit cette institution-là sur le terrain et essayer d'assainir un peu les finances. Donc, moi, je crois que cette réputation-là qu'avait la RDC, aujourd'hui, donc, on est en train, en tout cas, de l'améliorer. Donc, il n'y a qu'à voir tous les investisseurs qui viennent, que ce soit les Indiens, que ce soit les Chinois. Les avions sont pleins hein, tous les jours ici. Hein. Voilà, donc les avions sont pleins, puisque donc, les marchés là. Donc, normalement, donc, pour le président de la République, il ne s'agit pas seulement de laisser les marchés congolais aux étrangers. On a les Turcs aussi. Il faut aussi, voilà, il y a des Turcs, mais le président veut aussi encourager aussi les Congolais, les investisseurs, puisque nous-mêmes, nous ne voulons pas investir. Nous-mêmes, les Congolais, quand il a l'argent, il veut théoriser, il ne veut pas se lancer dans les affaires, il ne veut pas prendre des risques. Beaucoup de Congolais ont été découragés, les impôts, les taxes, quand il s'agit des nationaux, on ne rigole pas. Hein. Justement, c'est pourquoi il y a des mesures d'accompagnement, par exemple, que le président a instauré, donc avec le gouvernement, justement, donc avec... donc il y a l'ANAPI qui est là, il y a l'ANADEC qui est là, donc pour accompagner les entrepreneurs congolais, puisque le président, quand il dit que son ambition, c'est de créer aussi des millionnaires congolais. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas y en avoir? Voilà, de la classe moyenne. Et ça, les Congolais peuvent le faire. Donc, il y a des institutions, donc des prêts, donc des fonds, donc par exemple le FOGEC qui est là pour accompagner. Et je crois que ce travail-là doit être appuyé lors de ce second mandat que le président est en train de solliciter, puisque vous-même, comme vous le saviez, au cours de ce mandat ici, il y a eu trop de difficultés auxquelles le chef de l'État a dû être buté. Il y a d'abord les contextes politiques dans lesquels il est arrivé au pouvoir avec cette coalition avec les FCC, qui ne lui a pas permis de fonctionner pendant presque 2 ans, où on a perdu le temps dans des chamailleries, dans des blocages. Donc, on a compris que c'est des gens qui ne voulaient pas voir le Congo avancer, ils ne voulaient pas voir les successeurs de leur raïs réussir là où ils ont échoué. Après, il y a eu la Covid-19, vous voyez, cette pandémie, cette crise sanitaire qui a paralysé un peu l'économie mondiale en quelque sorte. Donc, ça ne nous a pas permis à nous tous d'évoluer. Après, il y a cette agression rwandaise avec les M23 qui a focalisé une grande partie des ressources du pays, puisque nous devions quand même défendre nos populations ainsi que l'intégrité de notre territoire. Donc, vous voyez, donc tout ça, ce sont des difficultés qui n'ont pas permis au chef de l'État, par exemple, de réaliser tout ce qu'il voulait réaliser. Mais en tout cas, dans les 3 dernières années ici, il y a beaucoup ont été faits par rapport à, si nous les comparons aux 18 ans du régime passé. Moi, je pense que dans les 3 années ici, le président a fait beaucoup de choses, que ce soit dans les sociales, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit même dans la sécurité, puisque même au niveau de notre armée, ils ont connu beaucoup d'investissements qui ne se faisaient pas dans l'État. Il y a eu une loi de programmation militaire, je crois, on va certainement en parler, qui donne beaucoup plus de moyens pour faire monter en puissance notre armée. Voilà, justement, on va en parler, notamment, vous avez fait allusion à cette agression rwandaise et du M23, et je crois que sur le plan diplomatique, le chef de l'État est monté sur le créneau par rapport à ça, cette acceptation de l'agression par le Rwanda, citer nommément notre agresseur qui se cache derrière le M23. Je crois que ça a porté du fruit, mais de l'autre côté, je crois que ça embête beaucoup. Est-ce que ça a été une réussite du côté communauté internationale? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, voilà, l'objectif est atteint, encore qu'il faudrait qu'on puisse réparer? Le chef de l'État a demandé la réparation et les sanctions notamment de tous ces auteurs et de leurs complices.
Oui, je pense que, bon, je ne dirais pas que c'est une attitude courageuse de la part du chef de l'État d'avoir pointé l'agresseur. Mais je crois que c'est sa responsabilité. Non, c'est sa responsabilité d'abord en tant que chef de l'État de la République démocratique du Congo. Donc c'est lui qui doit défendre le pays ainsi que son peuple. Donc quand le pays est menacé, c'est à lui de prendre C'était quand même délicat, Kagame, chouchou de quelques parrains impérialistes, etc. Et puis, on sait bien que la communauté internationale a horreur de la pression. C'était quand même un défi assez compliqué. Sur cette question-là, la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale a été trop hypocrite pendant une trentaine d'années. Il fallait que quelqu'un vienne vraiment appuyer là où il fallait, quoi. Donc, le discours du Rwanda a souvent été entendu et la RDC qui était victime apparaissait en quelque sorte comme étant les pays fauteurs des troubles dans la région. Alors que c'est nous qui subissions tous les crimes que commettaient les Rwandais avec tous ces pseudo-rébellions qu'il créait depuis 1994. Beaucoup se sont plaints pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parti, par exemple, s'incliner sur le mémorial rwandais, alors que nous avons des millions de Congolais qui ont versé leur sang. Non, ça c'est un autre discours. Je crois que nous pourrons quand même revenir un peu dans les contextes. Okay. Le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une situation délétère sur le plan sécuritaire, aussi sur le plan des relations avec nos pays voisins. Il fallait explorer toutes les pistes. Voilà. Donc la RDC, il faut bien le comprendre, nous avons 9 voisins. Et ce serait vraiment, disons, imprudent pour nous de chercher à avoir des conflits avec tous ces voisins-là. Parce que quand vous avez 9 pays comme ça autour de vos frontières, donc la première chose, c'est d'abord chercher à développer des relations de paix, des relations... Est-ce qu'on a encore des vrais amis des relations de coopération parmi les voisins dans la sous-région, etc., notamment avec cette question rwandaise? On a vu un certain rapprochement avec notre capitale la plus rapprochée au monde, Brazzaville. Est-ce que ça ne gêne pas? Est-ce qu'on a encore de bons amis dans la sous-région? Mais écoutez, là, nous sommes au niveau des relations entre les États. Comme on l'a toujours dit, dans les relations entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas aussi d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Exact. Donc, chaque pays essaie de défendre ses intérêts. Et c'est à la République démocratique... Bien les négocier. Voilà. C'est à la République démocratique du Congo de défendre ses intérêts, d'essayer de promouvoir ses intérêts, de préserver aussi ses intérêts. Donc, nous avançons avec ceux qui veulent avancer avec nous. D'un coup, ça peut aller, mais nous pouvons avoir aussi des frictions sur certaines questions, que ce soit même avec le Congo-Brazzaville. Nous avons souvent des frictions avec, par exemple, sur les questions même des îles qui longent nos deux pays. Il y a souvent eu des petits conflits aussi communautaires. Mais je crois que nous arrivons toujours, oui c'est ça, dans les relations entre les États, il y a la coopération, mais il y a toujours aussi des frictions et la diplomatie est faite pour ça. La diplomatie, justement, est faite pour converger les intérêts divergents, comme on dit toujours. Comme je dis là, chaque pays a ses intérêts, mais du moment que vous avez des frontières communes, vous partagez certains peuples, on retrouve certains peuples de part et d'autre, certaines langues de part et d'autre, vous avez intérêt à coopérer. C'est dans ce cadre-là aussi que le chef de l'État, quand il est venu, il a d'abord voulu se mettre d'abord dans cet esprit-là, d'abord de chercher à créer cette ambiance-là de coopération, de paix avec les pays voisins. Puisque certains pays voisins, notamment les Rwandais, pointaient la RDC comme étant fauteur de troubles. Alors, le président a voulu montrer notre bonne foi pour dire que non, ce n'est pas la RDC qui est à la base des troubles dans la région. Au contraire, nous voulons qu'il y ait la paix et le président lui a tendu la main. En contrepartie, c'est plutôt M. Kagame qui l'a poignardé dans le dos, comme le chef d'État lui dit lui-même. Donc, le chef d'État a manifesté sa bonne foi. Il y a eu beaucoup d'accords, beaucoup de projets de coopération que nous avons entrepris avec les Rwandais. Mais chaque fois, les Rwandais cherchaient toujours à en avoir plus, puisque au cours des régimes passés, ils étaient déjà habitués à fonctionner dans
dans une ambiance là il se montre trop gourmand, c'est un mauvais partenaire. Si, non, mais puisqu'il fonctionnait déjà dans une économie là déjà de criminalité. Exactement. Hein, donc il y avait, oui, mais dans la Rwanda région de l'Est, et là, voilà, et ils étaient déjà habitués à piller les richesses, les ressources de la République démocratique du Congo. Que ce soit sur le plan tourisme, que ce soit sur le plan du sous-sol, c'est quand même terrible. Alors, par rapport à ça, on va continuer à en parler. J'aimerais quand même un petit commentaire par rapport aux organisations sous-régionales, lesquelles, la RDC fait partie desquelles, de manière formelle aujourd'hui, où on cotise, où on est vraiment membre formel. Les organisations sous-régionales, il y en a beaucoup dans lesquelles la RDC, mais là où on est vraiment, disons, très actif, bon, nous pouvons déjà parler, bon, au niveau déjà régional d'abord, nous sommes membres de l'Union africaine, où, donc, comme vous savez, notre président a eu à présider l'Union africaine lors du mandat de 2021. Et au niveau sous-régional, nous sommes membres de la CEAC et notre chef de l'État a eu aussi à présider aussi cette organisation-là. Nous sommes aussi membres de la SADC. Notre chef de l'État a eu aussi à présider. Donc, c'est l'un des rares chefs de l'État qui, au cours de son mandat, a eu à présider 3 organisations donc africaines dans lesquelles mais est-ce qu'on sent un certain soutien de ces, maintenant qu'il n'est plus à la présidence, est-ce qu'on sent un soutien de ces organisations sur le plan justement de la sécurité? On a l'impression que ce sont des nations qui se taisent, qui ne savent pas faire un libre arbitre pour un peu départager tous ces conflits. Bon, il faut comprendre que ces organisations sont d'abord des organisations à caractère économique. Hein, donc, le but, c'est d'abord la coopération. Hein, donc, on veut, disons, briser les frontières, permettre... Sans sécurité, sans paix, il n'y a pas de coopération économique. Justement. Donc, sans paix, sans sécurité, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'économie. Mais... dans le cadre justement de ces organisations-là, comme on vous dit là, bien que ce sont des organisations de développement, des organisations de coopération économique, pour qu'on puisse parler économie, quand vous voyez que chez les voisins ça brûle, comme on dit toujours, il faut aider à éteindre les feux, sinon ça risque de... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie oui, dans le chef des Africains justement, il y a cette hypocrisie. Je crois que le président l'a toujours dénoncé. Il n'a pas mâché ses mots. Hein. Même dernièrement à Brazzaville encore, il a dit qu'il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie-là. On s'appelle frères. Hein, quand on se rencontre, mais une fois qu'on a tourné les dos, il se passe des choses. On se prend dans les dos. Mais comme on dit là, comme je vous ai dit là, quand ça brûle chez les voisins, écoutez, ne vous réjouissez pas puisque ce fait-là risque aussi d'embraser votre maison. D'embraser aussi votre maison. Surtout que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes situés au centre de l'Afrique. Et il y a un écrivain, Franz Fanon, qui disait que non, la RDC a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée. Non, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Donc, vous voyez, donc, ça signifie que donc, si on lançait des hostilités au niveau du Congo, si on provoquait les hostilités au Congo, ça risque d'embraser toute la région. Exactement. Dans la mesure où nous sommes frontaliers presque à toutes les zones géographiques de l'Afrique. Hein. Nous sommes frontaliers à l'Afrique australe, à l'Afrique de l'Est. Nous sommes même à l'Afrique centrale. Nous ne sommes pas loin de l'Afrique occidentale. Voilà, donc il y a toutes les raisons possibles que les pays africains, et particulièrement les pays voisins, souhaitent que la RDC soit en paix, puisque quand la RDC est en paix, que compte tenu de toutes les ressources que nous regorgeons, mais nous pouvons permettre aussi le déclenchement aussi du développement en Afrique, puisque quand on dit que la gâchette est à la RDC, ce n'est pas seulement une gâchette seulement pour déclencher les hostilités ou les guerres, mais aussi pour déclencher aussi le développement. Donc nous avons les plus grands, disons, cours d'eau ici chez nous. Donc avec, on peut construire, nous avons les projets Inga. Toute l'Afrique. Voilà. Les barrages d'Inga, c'est un projet panafricain aujourd'hui qui est inscrit dans le cadre du programme de l'Union africaine. Donc c'est un barrage qui peut permettre
au continent africain de se développer. Donc d'ailleurs là, nous avons même un projet avec INGA 3, donc avec les Sud-Africains, qui va être concrétisé là bientôt. Alors, la régie nous propose d'aller de ce côté-là pour revoir en image justement l'une de ces sorties, je pense, du chef de l'État à travers le monde. Ça doit être en Russie et au Congo-Brazzaville. On se retrouve juste après. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Voilà, nous avons observé que dans différentes sorties, le chef de l'État est monté au créneau. Il a été dur dans ses propos, tant à l'encontre de la communauté internationale qui semblait un peu parrainer d'une manière les agresseurs de la République démocratique du Congo, et à l'endroit même de cet agresseur. On l'a vu à Brazzaville, on l'a vu en Russie, on l'a même constaté lors de la visite du président Macron, le président français, ici à Kinshasa. Certains se sont dit, est-ce là la bonne stratégie diplomatique? Est-ce qu'il ne se fait pas des ennemis aujourd'hui? Bon, moi je crois que quand vous avez la vérité et quand vous connaissez la vérité, il faut le dire, puisque les autres savent la vérité. Ils savent quelle est la réalité de ce qui se passe ici au Congo, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup jouent la politique de l'Autriche, donc ils ne veulent pas réagir. Bon, nous comprenons cela. Il y a eu, après le génocide de 1994 au Rwanda, il y a eu un grand lobbying qui a été fait en faveur de Kagame et de son régime. Donc voilà, donc le lobbying là de commisération, donc le génocide a été son fonds de commerce. Exact. Et il a été en quelque sorte protégé pendant des années. Donc ce qui fait que la RDC qui avait accueilli tous ces soi-disant génocidaires qui avaient été déversés ici chez nous, d'ailleurs à la demande de la communauté internationale. Donc on considérait comme si c'est en quelque sorte c'est nous qui nourrissions encore le climat d'insécurité dans la région.
Alors que c'est nous qui les subissions. C'est nous qui les subissions et nous les avons vus même avec l'arrivée de l'AFDL ici, tout ce qu'on a aggravé encore comme insécurité ici chez nous avec tous ces groupes armés qui se sont créés, toute la partie est. Donc ça, c'était un discours un peu qui a pullulé pendant tout le temps. Et puis beaucoup d'arrogance. Qui a précédé le président Fatih. Beaucoup d'arrogance aussi. On a remarqué cela notamment avec l'ambassadeur Vincent Karega qui a été renvoyé dans son pays. Voilà. Moi-même, je me rappelle une fois, j'étais allé au Mozambique, mais le président mozambicain qui nous a reçus et qui a même osé nous dire que non, voilà, c'est la RDC qui alimente le groupe armé, là, les djihadistes qui font qui sèment la terreur dans des désordres, voilà, qui sèment la terreur là-bas dans la région, là, si c'est des Cap au Gab, c'est quelque chose comme ça, là. Voilà. Alors, vous imaginez donc l'image qu'on donnait de la RDC. Mais lui avait dit, mais non, mais c'est le président, c'est nous-mêmes d'ailleurs qui subissons donc les atrocités de ces djihadistes-là, puisqu'il y a des enfants, les femmes, les vieillards, et tout ça, qui sont tués, les gens qui sont violés, et tout ça. Donc, alors, le président, donc Fatih, donc, compte tenu de cette situation-là, il sait que les Occidentaux, ils ont les moyens de contrôle. Il y a la MONUSCO qui est là. Ils sont cette partout. Question, justement, le chef de l'État a tapé du poing sur la table plusieurs fois. Le retrait de la MONUSCO, oui ou non, finalement, en RDC. Est-ce qu'un jour, la RDC pourrait être libre de sa stabilité, libre de sa pacification? Non, justement, c'est compte tenu de toute cette situation-là, toute cette léthargie-là, toute cette hypocrisie, les chefs de l'État ne pouvaient que taper les mains sur la table pour dire que non, maintenant ça suffit. Si on ne veut pas aider la RDC à sortir de cette situation-là, autant que la RDC lui-même se prenne en charge. Peut-on vivre sans la MONUSCO aujourd'hui? Est-ce que notre armée, les FARDC aujourd'hui sont suffisamment armés? Il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'armement, il y a un problème de motivation, dit-on. Est-ce que sur le terrain, on peut s'en sortir sans la MONUSCO? On salue notamment également le travail d'Ewa Zalendo, le président l'a dit encore lors de la campagne, mais quel est l'état des lieux dans ce secteur-là, sécuritaire? Oui, madame, oui, ça je comprends parfaitement bien, mais raison pour laquelle le gouvernement congolais n'a pas non plus décidé comme ça d'un retrait précipité de la MONUSCO. Donc nous sommes convenus d'un commun accord, d'un retrait progressif, d'un retrait responsable de la MONUSCO. Donc tout cela est programmé, mais ça ne va plus aller jusqu'à la fin, puisqu'avant, c'était prévu que la MONUSCO quitte vers la fin 2024. Là, nous estimons que nous sommes on ne peut plus attendre jusqu'à ce délai-là. Non, non. En tout cas, là, je crois qu'il y a plusieurs zones déjà. La MONUSCO, aujourd'hui, il reste seulement dans l'Ituri, dans les nord et les sud Kivu. Donc, dans les Tanganyika, par exemple, la MONUSCO ne sert plus à rien. Dans les Kasaï, la MONUSCO ne sert plus à rien. Donc ici à Kinshasa, nous n'avons pas non plus besoin de la MONUSCO, puisqu'avant la MONUSCO, c'était devenu comme un État dans un État. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, donc, de restaurer l'autorité de l'État, et le président est en train de réorganiser notre armée, de réformer notre armée, comme vous le savez, qui a été longtemps infiltrée suite à tous ces braquages, mixages dû à des guerres successives là, depuis le mouvement de l'AFDL. Nous sommes en train de nous réorganiser progressivement. Il y a de nouvelles recrues qui sont en formation. Vous avez donc pour former un soldat, il faut au moins 6 à 12 mois quand même pour qu'il soit opérationnel. Et nous sommes en train aussi de nous rééquiper. Hein. Donc là, comme vous le saviez, nous étions sous embargo. Il a fallu que les chefs de l'État fassent un peu donc une diplomatie agissante pour qu'on puisse lever ou, disons, alléger cet embargo-là. Aujourd'hui, nous pouvons quand même acheter des armes. Nous sommes en train d'équiper notre armée. Et aussi avec l'amélioration de nos recettes. Et puis on s'est tourné vers des pays comme la Russie. Aujourd'hui, ça fait peur quand même. On a vu des contingents russes arriver pour les formations, sur les supports sur le terrain, etc. Non, mais pourquoi est-ce que ça doit faire peur, madame? La RDC, disons, depuis... Il y a une partie de la communauté internationale depuis toujours, moi, qui je pense que la philosophie contente, de notre politique étrangère, c'est que
nous avons un concept là que nous disons, c'est la politique de la porte ouverte. Poutine est donc pratiquement le diable coopère avec tous les États du monde. Poutine représente un peu le diable pour la communauté internationale. Donc s'allier au diable, c'est faire un bras de fer avec la communauté internationale. Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Mais la même communauté internationale, là, vous allez voir qu'ils entretiennent aussi des relations diplomatiques avec la Russie. Il n'y a pas longtemps encore, la Russie passait ses commandes des sous-marins à la France, par exemple. Donc même les États-Unis, ils entretiennent des relations avec la Russie. Ils ont des ambassades. Ils font pression sur les autres. Russie, ils veulent contrôler. Chine, et tous les autres. Ils veulent rester dans le contrôle. On ne va pas demander à la RDC de ne pas entretenir des relations. Comme je vous ai dit là, au niveau des relations internationales, au niveau des rapports, des relations entre les États, on voit d'abord les intérêts. Si l'intérêt de la RDC dans un certain domaine peut se retrouver du côté de la Russie, pourquoi pas? Pareil comme nous avons des partenaires traditionnels qui sont par exemple les États-Unis, la France, la Belgique et la Chine, qui sont nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours accompagnés dans beaucoup de domaines pendant des années. Cela ne nous empêche pas d'avoir aussi d'autres partenaires, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays émergents, comme là, vous avez parlé par exemple des Qataris, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Inde, il y a même l'Afrique du Sud. Ce sont des nouveaux partenaires. Cette indépendance voulue de la RDC énerve un peu certains grands partenaires, certains grands parrains de l'époque. Est-ce que ça ne met pas à mal le pouvoir? Là, on est en pleine campagne électorale et on parle de candidats des étrangers parce que justement, ils tirent les ficelles. Est-ce que ça ne met pas à mal le fauteuil ou le prochain mandat du chef de l'État si jamais il a réussi justement à réussir ces élections? On a vu les observateurs qui se sont retirés. Il y a déjà plusieurs mécanismes comme ça qui sont mis en place pour court-circuiter ces élections. Quelle est notre tactique par rapport à ça? Oui, madame. Donc, c'est que comme je dis toujours là, que la RDC doit d'abord défendre ses propres intérêts. Si c'est dans l'intérêt de la RDC, si c'est dans l'intérêt du peuple congolais, pourquoi pas? Aujourd'hui, on est nous n'allons pas brader nos intérêts, nous n'allons pas brader ce qui est bon pour notre peuple, pour faire plaisir aux autres pays, puisque ces pays-là, eux aussi, ils défendent leurs propres intérêts. Je ne verrai jamais les Belges, les Français ou les Américains brader leurs intérêts rien que pour faire plaisir au peuple congolais. Mais nous sommes quand même des partenaires et dans un partenariat, donc on doit tenir aussi compte des avis des uns et des autres. Donc on doit essayer de travailler dans l'harmonie. Là où nous ne nous entendons pas, nous allons essayer de discuter, voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Mais on ne peut pas empêcher à la RDC d'exprimer ses volontés, d'exprimer ses besoins, d'exprimer aussi ses ambitions et surtout d'affirmer ses intérêts. Alors, par rapport à ce retrait des observateurs, par rapport à toutes ces recommandations faites par la communauté internationale quant à l'organisation des élections, notamment à la Commission électorale nationale indépendante, que peut-on entrevoir après ces élections? Y aura-t-il un après positif? Bon, madame, il me semble que ces élections sont parmi, si pas les seules, donc apaisées qu'on a pu remarquer dans notre pays. Puisque c'est que tout le monde souhaitait que ce soit des élections justes, que ce soit des élections apaisées, des élections inclusives. Donc je crois que tout le monde, on a laissé à tout le monde la liberté de postuler. Et tout le monde aussi fait campagne, on n'empêche personne de faire campagne. Vous ne voyez pas ici de l'armada, soit des policiers ou de l'armée ou de la GR. Déjà, on a laissé passer tous les candidats, on s'attendait à ce qu'il y ait des blocages, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, il y a quand même des manipulations pour faire croire que le pouvoir en place empêchait certains candidats de battre campagne. C'était le cas, par exemple, dans la partie orientale où on a accusé le pouvoir d'avoir posé un peu des pièges pour l'un des candidats. Non, mais madame, ça, il faut comprendre, ça, c'est la tactique de victimisation de certaines personnes, de certains candidats qui sentent déjà qui sous-estimaient un peu ces élections ici, qui étaient surcotés par les médias étrangers. Et là, ils sont confrontés justement à la réalité Oui, mais ça, ils sont confrontés à la réalité du terrain. Et alors, donc, pour eux, maintenant, donc, étant donné qu'ils n'arrivent pas
à donner les meilleurs d'eux-mêmes sur le terrain, de prouver, de démontrer leur popularité sur le terrain, bon, ils ne peuvent que trouver des boucs émissaires. Donc ça, moi je pense qu'il n'y a personne qui a été empêché. Tous les candidats peuvent accéder aux médias et d'ailleurs, il y en a même qui ont dit qu'ils vont faire une campagne à l'américaine, mais jusque-là, on n'a pas vu regardez comme chez les voisins. cette campagne à l'américaine là. Au contraire, donc nous tous, nous sommes en train de voir comment est-ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli partout où il est allé. Il est accueilli comme chez lui, comme un enfant du pays, comme un moine en boca, comme on dit. Donc il y a une effervescence populaire. Voilà, donc c'est la population en quelque sorte qui bat campagne pour le chef de l'État. Donc il n'y a aucun sou, il n'y a aucun polo que le président a donné. Or, nous avons vu ici avec le régime passé comment est-ce que le pouvoir distribuait de l'argent, comment est-ce qu'il mobilisait, tout ça, mais ce qui n'est pas le cas. On parle là d'une adhésion pratiquement naturelle. Voilà, là c'est une adhésion pratiquement naturelle, puisque les œuvres du chef de l'État parlent. En 3-4 ans, il a fait plus que ce que les autres ont fait dans les 18 ans, alors qu'ils avaient un pouvoir presque absolu. Ils avaient un pouvoir presque absolu et ils avaient tous les moyens possibles. Donc là, je vous ai cité les difficultés auxquelles le chef de l'État a été confronté. Moi, je pense que quand on parle du bilan du chef de l'État, on doit aussi tenir compte aussi de tous ces contextes-là. On doit tenir de tous ces contextes-là. Dans quel contexte politique il a accéder au pouvoir avec cette coalition-là qui ne nous a pas permis de mettre son programme déjà dès le début de son mandat. Il y a la Covid, il y a cette guerre-là, mais nous ne nous en servons pas comme prétexte. Au contraire, nous disons qu'il y a quand même des réalisations. Il y a les programmes, par exemple, de PDL 145 territoires. On voit des œuvres partout. Donc le président veut quand même promouvoir le développement à la base. Il y a des endroits où ils n'ont jamais vu un bâtiment administratif depuis l'indépendance, mais aujourd'hui, il y en a où il n'y a jamais eu un centre de santé. Les gens devraient parcourir des centaines de kilomètres pour aller accoucher, où les femmes, donc il y en a même qui accouchent sur la route. Mais aujourd'hui, ils ont des centres de santé à proximité. Donc, et encore, il y a la gratuité de la maternité. Quand le président Kabila avait décidé de morceler les provinces, donc avec 6 provinces, il n'a pas mis les moyens pour tout ça. Les infrastructures mais le président, il a hérité tout ça. Et il a agi, il ne s'est pas plaint. Et aujourd'hui, la gratuité de la gratuité de l'enseignement qui est instruit dans la Constitution et tout ça. Kabila ne l'a jamais appliqué, mais pour ne pas les citer, disons les régimes présidents, mais le président Fati a mis les moyens, puisque ça fait partie quand même du social, du côté social de son programme et de sa philosophie quand nous parlons du peuple d'abord. Donc aujourd'hui, on sait que la jeunesse, comme on nous a toujours dit, que c'est l'avenir de demain, mais il faut commencer à la base. Il faut donner à chaque enfant cette chance, cette occasion-là d'aller à l'école. D'aller à l'école, ne fût-ce qu'avoir les minimums de base, au moins, donc, que même si nous tous, nous n'arrivons pas à avoir des diplômes universitaires, mais qu'il arrive au moins à savoir lire et écrire. C'est ça d'abord, donc, le premier souci du chef de l'État. Et puis, il y a aussi au niveau de la santé, où il y a la gratuité de la maternité qui va aujourd'hui améliorer la vie. Voilà. De la femme. Voilà, et la santé dans les années à venir ici, là, donc je crois que ce sera une couverture un peu maladie universelle qui doit être étendue à l'ensemble de la population pour accéder aux soins. Et pour ça, il faudra que nous ayons des institutions de santé, des infrastructures de santé. Là, aujourd'hui, comme tout le monde a pu voir, on est en train de moderniser l'hôpital général, alors que ça faisait depuis des années, voilà, c'était un mouroir. Mais il faut aller voir aujourd'hui. C'est un bijou. Personne n'aurait cru. Voilà. On parle également du marché central. Voilà, il y a les marchés centrales. Et nous allons développer autant d'infrastructures de ce type-là partout, jusque dans les territoires. Donc le président veut aujourd'hui que les gens aller par exemple dans un supermarché, il ne faut pas seulement venir en ville. Les années dernières, on entendait 5 chantiers par-ci, etc. Voilà. Mais là, ça se passe un peu sans bruit, au point qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés que ça soit sorti de terre sans se rendre compte. Voilà, justement, c'est là. Donc, dans les années passées, on a souvent entendu des chantiers, comme vous avez dit là. Mais au contraire, on nous a plutôt offert des charniers.
C'est plutôt les charniers qu'on a donc tous ces massacres-là que nos populations vivent à l'Est. C'est ça que nous avons hérité. Nous n'avons pas hérité des chantiers. Il y a eu les fameux contrats du siècle ici avec les Chinois. Qui était en fait avec des 6 milliards privée, qui devraient justement accompagner ces programmes-là de 5 chantiers. Mais qu'est-ce qu'on a construit ici comme route, comme autoroute, comme hôpital, alors qu'ailleurs, comme les université? Chinois ont fait des ouvrages énormes. Voilà. Moi, j'ai eu quand même à circuler dans beaucoup de pays africains on a quand même ici où les Chinois ont notre aéroport, on a quand même modernisé, il faut quand même reconnaître. Quel aéroport qu'on a modernisé? On a eu l'immeuble intelligent. Non, mais ce truc-là que Matata Ponyo, que le Premier ministre Matata Ponyo a conçu l'aéroport de Lille. Oui, mais c'est l'aéroport modulaire, mais lui-même, il a dit c'est quelque chose de provisoire. Pourquoi dépenser plus de 360 millions de dollars en nous pour faisant quelque chose de payer provisoire? Des frais voilà. Pratiquement voilà, tous les frais là de GoPass, on ne savait pas où ça allait. Donc aujourd'hui, l'IGF a pu mettre à nu tous ces détournements-là. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui veulent nous donner des leçons, qui se présentent auprès du peuple encore pour qu'ils soient candidats. Donc vous voyez, c'est des gens qui se sont enrichis au détriment du peuple. Déjà, on peut dire que non, voilà, ils ont des réalisations, ils ont l'argent et tout ça. Oui, mais l'argent qu'ils ont eu en étant au pouvoir, l'argent qu'ils ont développé ou multiplié d'une grande en université moderne à Kindu. Donc, voilà. Il a même, mais qu'est-ce qu'il a empêché en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, de faire construire une université pour les comptes de l'État, puisque ça, c'est un bien privé. Aujourd'hui, on voit la réhabilitation de l'UPN, on voit la réhabilitation de l'UNIKIN. Là, au moins, on voit un gouvernement responsable, un gouvernement du peuple qui réhabilite les biens qui appartiennent au peuple. Donc les biens qui servent quand même à la population. Donc les biens qui ne sont pas des biens d'individus. Mais les autres, ils nous parlent que de leurs propres biens, de leurs propres poches. Comme il y a un candidat qui disait que voilà, si vous manquez des avions, moi je vais vous donner l'avion. Oui, mais il ne faut pas confondre. C'est quand même un avantage d'avoir un multimilliardaire à la tête du pays. On sait qu'il n'y aura pas de détournement de fonds. Non, mais madame, oui, non. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas de détournement? Puisque oui, mais quand on est milliardaire, si on vous enlève $1, vous risquez de ne plus être milliardaire. Un milliardaire voudra toujours ajouter de l'argent sur ces milliards pour qu'il reste toujours milliardaire. Mais le problème qui est là-bas, c'est que quand on gère les affaires de l'État, on ne va pas les confondre quand même avec ses propres affaires. Et puis les affaires de l'État, on les gère d'une manière différente que les affaires privées. Donc vous n'allez pas vous confondre de votre poche, dire que non, voilà, moi je peux donner ceci, je peux construire des stades, je peux faire ceci. Oui, mais là... le président donateur, il est tellement généreux que... voilà. Oui, mais là, il risque d'y avoir des conflits d'intérêts. Puisque là, on ne saura plus, c'est bien là, est-ce que c'est pour l'État ou c'est pour le président lui-même? C'est comme là, il a construit son stade à Lubumbashi, alors qu'il devrait en construire plutôt pour la population. Et ça, il a construit pendant qu'il était gouverneur. Vous imaginez, la plupart des réalisations qu'on lui attribue en privé, il les a construites quand il était en fonction de gouverneur. Mais qu'il nous montre, ne fût-ce que ce qu'il a réalisé pour la population du Katanga. Moi, j'ai vu par exemple la route de Lubumbashi jusqu'à... On a dit qu'il a construit dans son village. Ça, par exemple, dans son village, il a construit des villas modernes pour la population. Son village, là, c'est sa villa à lui. C'est ses biens à lui. C'est ce qu'on dit. C'est ses biens à lui. C'est comme il y a l'autre qui nous a construit... Oui, mais c'est comme il y a l'autre qui nous a construit un parc à Kingakati ici. Est-ce que ça appartient à l'État, ça? Non. L'argent, quand les gens vont visiter là-bas, c'est son argent à lui, c'est pour lui et sa propre famille. Mais il aurait pu aussi réhabiliter la foire internationale de Kinshasa, les eaux de Kinshasa et consorts. Nous, quand nous étions enfants dans cette ville de Kinshasa ici, dans les années 70, mais on voyait des étrangers venir visiter les eaux, aller à la Fikine ici. La Fikine ici, c'était le Disneyland. C'était le Disneyland. Même Paris n'avait pas encore son Disneyland, mais nous, on avait déjà un Disneyland ici chez nous. Alors, qu'est-ce qui aurait empêché au chef de l'État, l'ancien chef de l'État, de réhabiliter? Tout ça, c'est par manque de volonté, par manque d'esprit de patriotisme. Alors, quand on a un homme qui a déjà cet esprit-là de patriotisme, qui a déjà cette volonté-là de servir le peuple, moi, je crois qu'il faut les soutenir, puisque ici, on ne va pas nous montrer un bien
personnel du président qu'il a réalisé là pour son propre compte. Non, il y a un grand centre financier qui est sorti des terres là en moins d'1 année. Moi, je crois que c'est un héritage quand même qu'on va laisser aux générations futures, même si les gens ils essayent de spéculer sur son coût, mais je crois que c'est un bon montage qui ne va pas endetter du tout l'État, alors que nous avons encore des réalisations ici de l'époque de Mobutu, madame. Je vous dis par exemple, les ponts Maréchal, nous continuons à les payer jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Vous imaginez? Et même des éléphants blancs. Voilà, il y a beaucoup d'éléphants blancs ici que nous continuons à payer. Donc, on a endetté les pays et on ne voit rien. Comme retomber. Voilà. Alors, on ne peut pas parler diplomatie sans faire un clin d'œil quand même à la Belgique. On dit c'est toujours notre colonie, c'est un pays. On a encore cet esprit paternaliste. Mais qu'est-ce qui explique ce rapprochement? Beaucoup de choses se sont faites. Visite là-bas. On a vu auprès du couple royal qui est même venu à Kinshasa. Il y a eu cette affaire de reconnaissance de la mort de Lumumba avec la dent rapatriée, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces relations avec les Belges? Non, les relations avec la Belgique, comme nous les appelons souvent les noko, hein, donc les oncles, donc je crois que c'est une relation qui date, je dirais, pas seulement de 1960, mais depuis 1885, quand le roi de Léopold II a décidé de faire... c'est une histoire de vie, une histoire indissociable. Voilà, de faire du Congo un bien privé. Et après, donc... Mais est-ce qu'on est passé de relations colonisées à finalement pays-peuple, même si on les considère encore comme nos pays amis? Est-ce qu'on est des vrais partenaires avec la carrure qu'il faut à ce stade? Bon, si nous suivons quand même les relations que nous avons avec les Belges, depuis notre indépendance, c'est toujours une relation à dents de scie. Donc, c'est-à-dire que, comme on dit, donc je t'aime moi non plus. Donc, aujourd'hui, vous êtes en bon terme, demain, il y a, oui, puisqu'il y a trop de contentieux. Et surtout, comme vous l'avez si bien souligné, là, il y a encore toujours cet esprit-là de paternalisme. Dans la mesure où ce sont des anciens colons, et les Belges, il y a encore beaucoup d'empreintes ici de la présence belge dans notre pays. Il y a beaucoup de nos hommes politiques, hein, pas seulement de l'époque, même de la génération actuelle, qui ont été aussi formés par les Belges et tout ça là. Donc voilà, donc ils pensent qu'il y a toujours encore toujours cette, il y a ce fil ces sentiments-là de condescendance un peu vis-à-vis du Congo. Mais comme je vous ai dit, là, nous sommes maintenant au niveau des relations entre des États, hein, donc c'est d'abord des questions d'intérêt. Et quand la RDC cherche dans certains cas ou dans certaines circonstances essayer de faire valoir ses droits ou ses intérêts, bien sûr qu'il y a toujours de temps en temps quelques frictions. Mais les relations que nous avons avec la Belgique aujourd'hui, moi il me semble que c'est des relations qui se sont améliorées avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que quand il est arrivé, nous étions en froid avec la Belgique, hein. Il y avait l'ambassadeur belge qui avait été rappelé, il y avait, donc on n'avait pas d'ambassadeur ici, nous aussi pareil, on n'avait pas d'ambassadeur en Belgique, il y avait les centres ici là qu'on appelait de délivrance des visas, maison Schengen qui était fermée. Voilà, donc il y avait tout un tas de détentions qu'on avait avec la Belgique. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même aussi est un ancien de la Belgique aussi, puisqu'il a eu à vivre en Belgique, a facilité un peu le réchauffement de nos relations avec la Belgique. Aujourd'hui, c'est plutôt une relation de partenaires, donc une relation entre des pays adultes. Hein? Donc aujourd'hui, la RDC n'est plus considérée comme étant le bébé, un enfant, un bébé. Voilà. Donc c'est que nous savons nous dire certaines vérités, comme il y a les cas de la mort de Patrice Emery Lumumba que vous avez évoqué ici, que la Belgique a dû reconnaître sa responsabilité. Et certains pensent que la réponse n'a pas été celle qu'on attendait, une réparation proprement dite. Oui, voilà. Donc la réponse n'a pas été peut-être ce que nous attendions à 100%, mais au moins c'est un pas déjà. C'est un pas, comme vous-même vous le saviez, donc pour les Belges,
Pour eux, il y a un peu cette tradition-là où ils ne voulaient pas reconnaître. Il n'y a pas que les Belges, donc il y a tous les pays qui ont été des colonisateurs ici en Afrique. Je vois par exemple les cas de la France et de l'Algérie. Il y a toujours ces tensions-là où les Algériens demandent souvent aux Français de reconnaître des crimes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance, que certains dirigeants français ont toujours refusé de la reconnaître. Mais il y en a qui essaient au fur et à mesure de franchir les pas. Donc, c'est pareil pour nous aussi avec tout ce qui s'est passé dans les années 60, notamment avec l'assassinat du Premier ministre et notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Mais là, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, et que ce soit reconnu par les rois des Belges, que les rois des Belges soient venus ici, qu'il y ait ces mémorials-là, alors que nous avons eu quand même tous les compagnons de Lumumba, ceux qui l'ont accompagné, qui l'ont connu dans ces années-là, qui ne l'ont jamais fait. Mais là, il a fallu que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au pouvoir pour qu'on voit de telles réalisations, de telles reconnaissances. Et nous souhaitons que même prochainement, qu'il y ait même un mémorial aussi pour reconnaître tous les crimes qui ont été commis à l'est de la RDC là-bas. Que dans les années à venir, que ce président de ces pays-là, le futur président du Rwanda, puisque je pense que ce sera peut-être pas Kagame, qu'il vienne aussi s'incliner un jour devant les mémorials des victimes congolaises. Et demander pardon. Voilà. Au nom de sa nation. Alors, on va parler brièvement aussi de Mobutu, le maréchal qui a été enterré à Rabat au Maroc il y a plusieurs années déjà. Il y a eu des discussions avec sa famille au rapatriement de sa dépouille. Qu'en est-il exactement? On a entendu dire que ça ne s'est pas vraiment très bien passé. Ça s'est conclu comment? Oui, concernant le maréchal Mobutu, qui a été quand même un grand président de notre pays, ça il faut le reconnaître, hein, c'est parmi même ceux qui ont fait parler du grand Zaïre à l'époque. Il est parti tel qu'il est parti là en exil, et il est mort en exil, et dans des conditions que l'on sait. Tous les régimes qui étaient passés là ne s'en souciaient pas, hein, pour ce qui concernait par exemple le rapatriement de ses dépouilles, ou ne fût-ce que des contacts à prendre avec sa famille. Quand le président Félix Antoine Tshilombo est venu au pouvoir, il a quand même voulu aussi honorer tous ses prédécesseurs. Et puis c'était quand même un père pour lui. Hein, voilà, un père. Donc il s'est dit, pourquoi pas le président Kassavubu est enterré sur la terre de ses ancêtres. Il y a le président Mouzé Kabila repose là et consort. Il y a même aussi le feu Premier ministre Papa Etienne Tshisekedi. On a rapatrié ça depuis, mais pourquoi pas le président Mobutu qui a quand même dirigé ces pays pendant 32 ans. Ouais. Alors c'est ainsi qu'il y a eu ces contacts-là. Moi-même, j'ai été dans la première équipe qui est allée prendre des contacts avec la famille de Maman Mobutu à l'époque, avec Maman ministre Tumbanzenza, puisque j'étais conseiller diplomatique à l'époque. Nous sommes allés voir la famille. Nous avons rencontré Maman Bobi Ladao ainsi que ses enfants, notamment Ngawali et Nzanga. Et là, c'était d'abord dans un contexte un peu informel, puisque je dirais c'était pas, mais on a beaucoup. Donc c'était juste leur montrer d'abord que l'actuel régime qui est arrivé au pouvoir est à l'écoute. Voilà. Est à l'écoute. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a un cœur d'humain, et il voudrait en tout cas que tous les enfants de la RDC puissent revenir en RDC et que les maréchals puissent retrouver la terre de ses ancêtres. Je crois que la famille est à l'écoute de ça, mais la famille a demandé du temps, hein, puisque vous voyez, donc ils nous ont quand même rappelé tout ce qu'ils ont vécu, toutes les humiliations qu'ils ont vécues et tout ce qu'ils entendaient, puisque on leur disait ou on leur faisait croire que si la dépouille du maréchal arrivait ici, qu'on allait le brûler, qu'on allait le profaner. Alors, il fallait leur donner d'abord toutes ces assurances-là, toutes les garanties. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont vu qu'il y a beaucoup de bonne foi
beaucoup de garanties avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une question qui est encore à explorer. Hein. Donc je crois qu'il n'y a pas longtemps, même Maman Denise Nyakero, la première dame, était allée rendre visite à Maman Bobila Dawa et ils ont été bien accueillis. Je crois que tout ça, donc, il faudrait d'abord commencer par réchauffer les relations, hein, donc qu'ils se sentent encore réintégrés au niveau de la patrie, qu'ils se sentent encore considérés pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Alors, on ne peut pas parler de la dernière actualité sur le Kenya. Finalement, cette fin d'année dévoile beaucoup de choses. Les masques tombent de plus en plus. Les ennemis de la patrie se multiplient. On a suivi cette déclaration de Corneille Nangaa aux côtés d'agresseurs, hein, sur des questions plutôt sensibles. Et là, je pense, sans me tromper, qu'on a rappelé notre ambassadeur du Kenya. Oui. Alors, quel est le commentaire par rapport à ça? Ce Kenya qui est quand même le berceau de plusieurs rencontres, qui se pose en pays amis, mais c'est là aussi où se donnent des coups, hein, à l'arrière du dos. Bon, moi, je crois que les sieurs Corneille Nangaa a raté plusieurs occasions, je crois. Ouais. Donc, depuis quelque temps, il essaye de se mettre au devant de l'actualité sans y parvenir. Voilà, il est venu d'abord avec des déclarations fantaisistes. Il a vu que personne n'y a fait cas. Et là, il passe à une autre étape. Moi, je crois que sur ce plan-là, dans la mesure où ce que nous déplorons là s'est passé dans un pays avec lequel nous avons des relations et même des très bonnes relations, hein, puisque le président Félix Antoine Tshisekedi a entretenu de très bons rapports avec le président Uhuru Kenyatta et même avec son successeur, qu'on puisse se permettre qu'un individu, un citoyen congolais, aille faire des déclarations où il dit qu'il a constitué un groupe militaro-politique, un groupe armé à partir d'un pays voisin. Grave. Moi, je pense que ça, c'est un acte déjà inamical. C'est des choses qu'on ne peut pas du tout accepter. C'est dans ce cadre-là, vous voyez que l'ambassadeur du Kenya a été appelé, donc il a été convoqué au ministère des Affaires étrangères par le VPM intérieur qui fait l'intérim du ministre des Affaires étrangères pour lui demander des explications sur cette affaire-là. Et nos deux ambassadeurs, notamment celui du Kenya et même du Tanzanie, ils ont été appelés en consultation. Donc moi, je crois que ce n'est d'abord qu'une première étape, hein, donc, dans les décisions qu'on prend dans de telles circonstances. Nous rappelons d'abord nos ambassadeurs en consultation pour étudier avec eux sur les mesures qui pourraient être prises dans Alors, on va dans quelques minutes conclure cette émission. J'aimerais bien que vous puissiez dire un mot par rapport à la situation générale de nos ambassades, de nos représentations diplomatiques et de ceux qui les dirigent, parce qu'il y a toujours ces nombreux problèmes, pratiquement une précarité, même des installations, autant des individus que des installations. Ça, c'est un problème qui va être résolu ou pas. Est-ce qu'il y a une certaine amélioration? C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'accréditations, donc on peut imaginer que ça a été... beaucoup de situations sont décantées, mais il y a ces dettes que certaines ambassades ont laissées, certains diplomates n'ont jamais été payés depuis de nombreuses années. Comment la République gère tout ça? Oui, c'est comme, madame, je crois que je vous ai dit au tout début là que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est arrivé au pouvoir, il a hérité d'une situation catastrophique presque dans tous les domaines, donc y compris dans la diplomatie qui était en faillite. Donc, comprenez qu'on a hérité des dettes, non seulement vis-à-vis des États étrangers, mais vis-à-vis même de nos propres diplomates. Donc, il y a nos diplomates, comme vous dites là, qui ont vécu dans la situation de précarité pendant plusieurs années où il y avait des impayements. Comment est-ce qu'on peut demander à ces gens-là d'être efficaces? Comment est-ce qu'ils pouvaient défendre les intérêts du pays quand eux-mêmes déjà ne sont pas pris en considération par le gouvernement de ces pays-là?
quand ils travaillent déjà dans des conditions là où il y a des bâtiments qui sont vétustes et qui ne sont pas... Et généralement en dehors des quartiers des ambassadeurs. Voilà, voilà, oui. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait un peu un laisser-aller, il y avait un peu un conglomérat là des mafiosi hein, qui rôdaient autour un peu de notre diplomatie en vendant des immeubles de l'État. Ah oui, quand vous dites là que nos ambassades sont situées dans des quartiers, dans des cités ou en dehors des quartiers des ambassadeurs, oui, mais Mobutu nous avait bel et bien laissé des bâtiments, hein, donc des immeubles, des chancelleries dans de très beaux quartiers. Mais certains ambassadeurs ou certains diplomates en complicité de certaines autorités ici, donc ça c'est à l'époque des régimes passés, hein, se sont mis à vendre des immeubles de l'État. Il y a même un ambassadeur qui a vendu, donc quand le président Fatih venait d'arriver, qui a vendu notre immeuble à Tokyo au Japon. Voilà. Scandaleux. Et il y a des poursuites par rapport à ça. Ah oui, mais il y a eu une action, mais le monsieur se disait qu'il était peut-être dans ce droit, qu'il avait fait quelque chose pour les biens du pays ou bien des trucs comme ça, alors qu'on ne lui a pas donné. Vous voyez des trucs comme ça. Et ça s'est multiplié un peu partout. Il y avait aussi des dettes que l'État avait vis-à-vis des particuliers. Je ne sais pas si vous avez suivi une fois, on avait vendu aux enchères un de nos immeubles en France, à Paris. Ça, c'est des dettes que l'État, ici à l'époque des musées, de l'Obéma, on avait saisi une villa d'un Libanais ici et qui est allé saisir un tribunal arbitral aux États-Unis et qui a pris une décision comme quoi on devrait saisir les biens de la République démocratique du Congo. Vous voyez, donc nous avons trouvé cette situation-là catastrophique. Mais quand le président est arrivé, c'était parmi ses préoccupations. Il a d'abord tenu à organiser une conférence diplomatique où il a réuni tous nos chefs de mission, hein, donc les ambassadeurs, les chargés d'affaires, ainsi que tous les diplomates qui étaient ici sur place, pour essayer un peu de réorganiser un peu notre diplomatie, de définir les priorités et de donner de nouvelles assignations. Alors, et des mesures ont été par exemple prises pour payer par exemple toutes les dettes que nous avions par exemple au niveau de nos missions diplomatiques. Vous savez par exemple, nous avions trouvé notre mission permanente aux Nations Unies, nous avions des dettes de plus d'une année. Et on risquait d'être déguerpis alors que... c'est très important d'être représenté. Voilà, donc alors qu'on était en train de discuter de la question congolaise au niveau du Conseil de sécurité, les chefs de mission étaient là, ils ne savaient pas à quel sens c'est vrai, puisqu'on leur avait même déjà coupé les téléphones, des trucs comme ça. Donc il a fallu que le président intervienne pour qu'on règle déjà ces situations-là. Et c'est un peu partout comme ça dans nos missions diplomatiques. À Genève, par exemple, on ne pouvait pas accréditer les ambassadeurs avec leurs familles, tout simplement parce qu'il y avait des dettes. Des dettes qui datent de l'époque de Mobutu, que les Kabila, à commencer par Mouzé, ont refusé de payer. Or, vous-même, vous savez, les Suisses, leurs richesses, c'est leur banque. Quand vous vous endettez là-bas chez eux, vous avez des problèmes avec leur banque, vous avez des problèmes avec l'État. Tout ça, c'est des questions que nous sommes en train d'étudier avec eux aujourd'hui. On commence à nouveau à accréditer des diplomates en Suisse, donc que ce soit à Berne, tout comme à Genève. Donc, et nous avions eu des cas comme ça. Et le nouveau ministre qui est arrivé, son Excellence, M. Christophe Lutundu Lapala, a accrédité dernièrement de nouveaux ambassadeurs. Et ces nouveaux ambassadeurs ont été dotés des moyens. En tout cas, tous ceux qui sont partis avec des moyens, des frais des installations. On leur a doté des équipements, des véhicules de fonction, puisque vous imaginez, à l'époque, on a trouvé des ambassadeurs sans véhicules de fonction. Nous-mêmes, quand j'ai accompagné le président au Vatican... Vous venez de Kinshasa, vous allez en voyage, mais vous transportez des ambassadeurs dans votre véhicule. Voilà, oui, mais vous arrivez. Moi-même, je suis allé avec le président quand nous sommes allés au Vatican. Notre ambassadeur n'avait pas du tout de véhicule. Vous imaginez, donc nous quittons l'audience chez le pape, l'ambassadeur n'a pas de véhicule et tout ça là. Donc le président, il a dû donc doter toutes nos missions, donc les chefs de mission maintenant, des véhicules de fonction. Et la plupart de nos missions sont en train d'être restaurées, hein, donc que ce soit à Paris ou
que ce soit en Belgique, si vous allez aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que que ce soit en Afrique du Sud. Donc, la plupart de nos missions, que ce soit en Namibie, donc la plupart de nos missions sont en train d'être réflexionnées, rafraîchies, restaurées. Donc, tout ça, c'est pas seulement il y avait un manque de volonté, où il y avait des gens, on peut les dire, qui détournaient l'argent qui était destiné aux missions diplomatiques. Mais aujourd'hui, quand vous voulez faire quand même d'un Congo grand, avec la vision qu'a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais on doit déjà les montrer à travers nos représentations, puisque c'est nos représentations là-bas qui sont l'image du Congo à l'étranger. Quand déjà on voit déjà une ambassade congolaise déjà dans un état de délabrement, où l'on voit nos diplomates dans un état là, comme des clochards, peut-être que vous le dites, vous voyez, comment est-ce qu'on peut nous respecter, comment est-ce qu'on peut nous considérer. Je crois que le chef de l'État a mis beaucoup de moyens aussi dans notre diplomatie. Aujourd'hui, notre diplomatie est en train de se relever. D'ailleurs, on n'a qu'à voir les résultats qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, si on commence à pointer les Rwandais, même les États-Unis, la France et les autres pays, la Belgique commencent aujourd'hui à citer les Rwandais comme agresseurs, c'est parce qu'il y a nos diplomates qui font du bon travail là où ils sont accrédités. Et la gestion de la diaspora, tous ces Congolais de l'étranger, on les gère comment? Et notamment par rapport à la question électorale. Voilà. La gestion de la diaspora, je crois que c'est une aussi des préoccupations du chef de l'État. Comme vous le savez, lui-même aussi, il est issu de la diaspora, si on peut le dire ici, bien qu'il est né ici, il a grandi ici, mais il a fait une partie de sa vie dans la diaspora, puisqu'il a été président, donc représentant de l'IDPS à l'extérieur. Donc, moi, je pense que la diaspora, aujourd'hui, elle est mieux gérée, elle est mieux prise en charge que lors du régime passé où il y avait des tensions entre les gouvernements congolais, entre les régimes. On peut même dire même entre les pays et leurs citoyens qui étaient à l'étranger. Donc la RDC et les Congolais de l'étranger, à l'époque, ça ne marchait pas du tout. C'était une tension incroyable. Voilà, il y avait des tensions incroyables. Donc aujourd'hui, il suffisait de franchir les frontières là-bas pour être... On vous réglait votre compte vite fait. Voilà, donc surtout si vous étiez un officiel, donc les gens, ils étaient non grata, comme on dit, à l'étranger. Alors, mais aujourd'hui, donc, tous les officiels congolais peuvent voyager à l'étranger. Tout simplement, pourquoi? Parce que le président a mis quand même une politique là, de prise en charge de la diaspora. Déjà, dès qu'il est arrivé, il a d'abord permis à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir au pays, de venir sans visa et de prendre leur visa sur place ici. Voilà, hein? Donc disons ceux qui avaient par exemple il y a des nationalités étrangères, voilà. Donc aujourd'hui les Congolais peuvent voyager, d'ailleurs on en voit pas mal qui viennent et le président est en train aussi de mettre en place aussi des mécanismes aussi pour les insérer. Quand même on sait que la diaspora c'est une force économique aussi. On dit toujours que c'est la diaspora qui contribue à l'économie ici, donc en envoyant par des fonds, voilà, qui nourrit de nombreuses familles, mais tout ça se passe dans l'informel. Mais le président de la République veut que ces mêmes diasporas-là soient canalisées pour qu'ils deviennent aussi des investisseurs, puisque nous savons la plupart, la plupart de nos compatriotes de la diaspora, ils ont monté aussi des petites et moyennes entreprises qui peuvent les reproduire ici, et notamment dans les cadres des PDL 145 territoires, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut offrir à la diaspora. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une conférence du PDL qui a été organisée en France en faveur de la diaspora, dans le cadre de les intégrer un peu dans ces programmes-là, puisque l'État construit des écoles, l'État construit des centres de santé, l'État construit des bâtiments administratifs, mais après, il faut organiser l'activité économique tout autour. Nous savons que la diaspora, avec tout ce qu'il envoie au pays, il peut être impliqué dans ces projets-là, organiser des activités économiques, puisque tout membre de la diaspora est issu d'un territoire, il peut avoir un moyen de production dans son territoire d'origine. D'accord. Alors, Franck Mboula, je le rappelle, vous êtes cadre de l'UDPS, conseiller honoraire chargé des questions diplomatiques et sécuritaires à la présidence de la République, communicateur du chef de l'État. Dans 3 jours, on va voter, on va se rendre aux urnes, on va consolider les acquis dans le secteur diplomatique et sécuritaire. Quel est votre message à tous ceux qui nous suivent ce soir? Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours des élections.
ce que moi je vais demander au peuple congolais en tant que citoyen congolais, c'est de voir un peu d'où nous venons, hein, de voir l'histoire de notre pays, d'où nous venons depuis 1960, tout ce que nous avons traversé et jusqu'à aujourd'hui là. Quelles sont les causes de tout ce que nous avons vécu? Et c'est là nous devrons en tirer des leçons. Nous savons que la plupart des problèmes que nous avons vécus, c'est d'abord suite au manque de l'unité nationale, manque de solidarité nationale. Les Congolais, nous avons souvent vécu dans l'individualisme, dans les tribalismes, dans les déchirements pour des intérêts personnels. Là, nous avons un nouveau leadership quand même qui nous apporte un nouvel esprit. Nous avons un chef de l'État qui nous démontre qu'il a cet esprit-là de patriotisme. Donc c'est un grand patriote qui aime d'abord son pays et qui aime son peuple. Nous devrions en tout cas... Qui est fidèle à ses engagements, réorganiser les élections dans un contexte politique... Et fidèle à ses engagements, comme vous venez de le soutenir, puisque nous savons comment que ça s'est passé, les élections passées, et même la dernière élection où on a dû perdre 2 années comme ça parce que l'autre ne voulait pas partir. Là, nous avons un chef de l'État qui n'a pas posé tous ces problèmes-là, qui a laissé la démocratie fonctionner dans ces pays-ci. Dès qu'il a pris son pouvoir, la première chose d'abord, c'est qu'il a fait, c'est de libérer tous les prisonniers politiques, y compris celui qui se proclame aujourd'hui comme étant son adversaire ou son challenger. Il ne pouvait plus remettre ses pieds ici dans ces pays, mais c'est grâce au président Félix Tshisekedi qu'il est retourné dans ces pays. Donc c'est que lui-même, il est bénéficiaire. Oui, il est bénéficiaire du bilan. Quand on parle du bilan, lui-même, c'est déjà l'image du bilan du chef de l'État. Donc voilà. Donc c'est un président qui a remis les pays sur les rails. Il a remis les pays sur les rails. Bien sûr, il n'avait pas promis des miracles. Son programme, quand il avait été élu, il avait dit que son programme est sur 10 ans. Mais il a fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut pas le faire tout seul. Il peut le faire qu'avec l'accompagnement, le soutien de tous les Congolais. C'est quelqu'un qui écoute. Ce n'est pas un dictateur. Nous-mêmes, nous le savons aussi. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a dû revenir quand la population demandait. Nous avons par exemple la question d'Iram. Hein. Les gens nous parlent souvent « bon, yaram ». Oui, le président a dû demander quand même donc, au gouvernement de s'assurer à cela. Mais ce qu'on doit savoir aussi, que l'argent d'Iram a fait réhabiliter quand même des bâtiments à l'université IBTP, UPN, Inikin. Ça, on le dit il pas y a souvent. les Transacadémias. Oui, c'est ça. Tout ça, les gens ne le disent pas. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est avec l'argent des taxes, des redevances et tout ça, là, quand même qu'on gère la République. Qu'on arrive quand même à gérer et surtout à organiser des œuvres sociales. Ça, c'est une œuvre sociale qu'il a fait en faveur de la jeunesse estudiantine. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire et le président a la volonté de les réaliser. Moi, je pense qu'il faut l'accompagner pour qu'il puisse arriver à terminer tout ce qu'il a déjà commencé. Il y a beaucoup d'acquis qu'il faut consolider. Il y a, sur le plan sécuritaire, cette volonté-là de mettre un terme à cette insécurité-là, comme nous le savons nous-mêmes, qui est entretenue par des étrangers, par l'extérieur, mais aussi en complicité avec nos propres frères et sœurs aussi. Donc, comme vous-même vous le savez, personne n'ignore, il y a beaucoup de Congolais qui ont été impliqués dans ça par goût de l'argent facile. Et tout ça, je crois que le chef de l'État a mis les moyens, il a une politique qu'il a mis en place, non seulement à travers l'état de siège qui a quand même porté des fruits, qui a freiné déjà beaucoup d'actes de banditisme, de criminalité économique qui sévissaient dans l'est du pays,
mais aussi par cette réforme-là de l'armée. Je crois que notre armée est en train de gagner en puissance pour que un jour, dans les jours à venir, si le président a un nouveau mandat, que nous puissions passer à l'étape de la reconquête. Mais que nous n'oublions pas aussi que la guerre s'est faite toujours parallèlement avec la diplomatie. Exactement. Même l'Ukraine qui se bat avec la Russie aujourd'hui, il continue à dialoguer. À se parler, même à travers des intermédiaires, à négocier, puisque un jour la guerre prendra fin, un jour les unités prendront fin, et il s'agira d'établir un espace de paix. Voilà, donc un espace de vie commun, paisible, avec les États voisins, puisque la plupart de ces États-là, disons tous ces États-là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les Rwandais ne vont jamais déménager. Exactement. Les Burundi, l'Ouganda ne vont jamais déménager de la carte de l'Afrique. Les Rwandais resteront toujours nos frères. Oui, puisque quand les gens disent que non, voilà, vous appelez les Rwandais frères, ils ont appelé frères et consommés. Ils disent oui, nous sommes africains, nous nous appelons toujours frères. Exactement. Nous, notre ennemi aujourd'hui, c'est Kagame. Le Kagame, ce n'est pas les Rwandais, il passera. Ce n'est pas tous les Rwandais qui veulent qu'il y ait des désordres ici chez nous. Puisque eux-mêmes aussi, ils savent que s'il y a des désordres ici chez nous, ils ne seront jamais en paix. Donc c'est un dirigeant qui a d'autres ambitions, qui a une autre politique, il passera. Peut-être demain, il y aura un autre dirigeant qui aura une autre philosophie de gouvernance. Je crois que nous arriverons à établir des relations de paix avec les Rwandais, comme nous le faisons aujourd'hui avec les Burundi, qui étaient aussi parmi nos agresseurs avec l'AFDL dans les années 96. Mais aujourd'hui, les Burundi est parmi des alliés. Nous avons quand même de très bons rapports avec les Burundi. Donc moi, je crois que ce sera pareil avec la plupart des voisins. Et le chef de l'État a cette vision-là de faire la RDC un grand pays, de remettre la RDC sur le plan, disons, sur la scène internationale, que la RDC qui est au centre de l'Afrique soit non seulement le poumon de l'Afrique, mais le déclencheur aussi du développement de l'Afrique, car le chef de l'État, c'est d'abord, le président Fatih, c'est d'abord un président panafricain. Il a une vision de grandeur. Il ne voit pas seulement la RDC, mais il voit grand, il voit toute l'Afrique. Donc, raison pour laquelle on les voit entretenir, donc chercher à améliorer le climat, de bonnes relations avec tous les pays voisins. Alors, la matière était tellement abondante qu'on a largement dépassé le temps nous imparti. La réalisation me tape sur les pieds, mais c'était nécessaire de parler de toutes ces questions. Merci infiniment, Franck Boula, d'avoir accepté cette invitation ce soir. Je crois que ce débat a bien enrichi les téléspectateurs qui nous ont suivis. Ce sera avec un réel plaisir de vous recevoir une seconde fois. Je dis merci à vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre attention, pour votre fidélité à Élection, mais pourquoi pas à Ecopolis Télévision. Je vous retrouve très bientôt. Excellente soirée ou excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Au revoir.